Avec nous sur le plateau, le docteur Françoise de Mattéis, coprésidente de Reseda, qui s'occupe de la coordination des réseaux de santé sur le bassin alésien. Bonjour Françoise de Mattéis. Bonjour Laura. Alors avant de vous questionner tous les deux sur la santé, j'aimerais qu'on revienne sur la grande enquête qui a été menée cet été auprès des grands Alésiens. Dans les résultats, on voit bien que la santé est un sujet majeur pour eux. C'est leur grande préoccupation puisque 71% d'entre eux ont répondu que la santé doit être la grande priorité politique. Donc je sais bien et on voit depuis plusieurs années que beaucoup de choses sont mises en œuvre sur le territoire avec une vraie culture du partenariat et de l'échange pour essayer notamment de trouver des solutions concrètes et innovantes sur le long terme pour pallier au système de santé français qui, je crois, montre ses limites. Je pense notamment aux États généraux de la santé qui ont été organisés l'année dernière. Alors Christophe Rivinc, comment ces États généraux de la santé ont pu répondre à cette grande préoccupation des Alésiens ? Écoutez, je ne sais pas s'ils ont pu répondre, en tout cas ils ont pu écouter. Ils ont pu écouter à la fois bien sûr ce que disent les habitants de ce territoire, mais aussi tous les soignants. Nous rappelons tous en 2020, avec cette terrible crise que nous avons connue, la volonté des Françaises et des Français, des habitants d'Alès Agglomération, d'honorer leurs soignants au quotidien et de faire en sorte de défendre cette belle profession qui est de soigner ses concitoyens. Et suite à cette crise Covid, de nombreux problèmes sont apparus sur la gestion de la santé, ici comme ailleurs, avec la désertification médicale, avec du manque de lits dans certains hôpitaux, avec du manque de moyens. Rappelez-vous le problème des masques, par exemple, le problème des vaccins, et qui a fait prendre conscience, je pense, de plus en plus de personnes, que la santé non seulement, effectivement, était quelque chose d'essentiel, ça on le partage, mais plus que jamais était la principale préoccupation à la fois des Alésiens, enfin des habitants d'Alès Agglomération, mais des Françaises et des Français. Et donc nous avons la chance sur ce territoire d'avoir depuis de très nombreuses années, je veux rendre hommage au docteur Françoise de Mattéis, qui a été d'ailleurs pendant quelques années, je veux dire de longues années, avant sa retraite, médecin de santé publique de la ville d'Alès, a initié avec Max Roustan à l'époque le premier contrat local de santé d'une agglomération en France, et surtout organise aujourd'hui, et hier, parce qu'elle était à la manœuvre avec beaucoup de ses confrères, les réseaux de santé qui sont uniques en France. Alors nous avons la chance d'avoir un système de coopération dont on va parler, je pense, aujourd'hui, assez unique en France, mais pour l'instant, il n'empêche qu'il y a des problèmes aujourd'hui de désertification médicale, de problématiques pour beaucoup de nos concitoyens d'avoir accès à la santé, et c'est pour ça que ces états généraux ont... au-delà même des solutions qu'elles ont apportées, elles sont nombreuses, elles sont très intéressantes, ont surtout permis de mettre l'éclairage sur cette difficulté. Donc j'espère qu'on va être l'un des premiers territoires à pouvoir repartir et rebondir. Et il y a beaucoup d'initiatives dont on va parler peut-être ce soir ici même. Alors il se trouve que les grands Alésiens nous ont fait part de leur expérience sur l'accès à la santé. On les écoute tout de suite. C'est au niveau des médecins généralistes, parce qu'ils sont en train de partir tous à la retraite et il n'y a pas le renouveau. Donc c'est compliqué. Et quand on en a un, on le chouchoute. Mais je vois ma femme qui doit voir un cardiologue, par exemple. Pris rendez-vous au mois d'août, elle a rendez-vous qu'au mois de février de l'année prochaine sur Alès. Impossible d'avoir des rendez-vous sur Alès en dermatologie, il faut 6 mois. À Vézénan, parce que j'habite pas à Alès, mais c'est que sur rendez-vous. Donc j'ai un petit rhume, j'ai une grippe, j'attends que ça passe. Podologue, les dentistes, les rendez-vous c'est très difficile. Et tout le monde ne peut pas aller se déplacer à Alès. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées ici qui ne sont pas véhiculées. J'ai voulu aller chez le médecin de mes parents au centre-ville, il n'a pas voulu me prendre parce qu'il a 200 personnes en liste d'attente. Les urgences, ils ont réduit les horaires aussi à cause du manque de personnel. Là, on a un pôle qui s'est ouvert juste en face de mon garage, mais c'est réservé à tout ce qui est traitement longue durée ou arrêt de travail. Les ophtalmologues, on peut avoir un rendez-vous assez rapidement depuis qu'il y a aussi la clinique là, qui s'est ouverte. Moi j'ai un problème de médecine du sommeil, le rendez-vous c'est 1 mois, ça va. On a un peu tout sur Alès, je pense que moi j'ai absolument rien en Ardèche. Hier j'ai demandé à voir un ostéo, j'en ai vu un ce matin. Enfin voilà, à 13h quoi. Donc c'est plutôt efficace. Il faut vraiment faire venir des généralistes ou refaire une maison de santé en centre-ville. Je pense qu'il serait bien de développer des maisons de santé. Je crois que le problème est vraiment un problème d'encombrement des urgences,
par une médecine de ville qui n'est plus pratiquée. Pour moi, je fais du Doctolib ou Care ou des choses comme ça, parce que c'est pas toujours possible de trouver un praticien disponible. Ça fait 2-3 ans qu'on a la maison de santé. Maintenant, oui, on arrive à trouver un médecin. Mais c'est que pour Saint-Martin-de-Valgag. Vous savez qu'on a pas mal de trucs. Donc maintenant, on a les médecins traitants, on a un kiné, on a une infirmière. On entend dans ce micro-trottoir que consulter un médecin généraliste est très compliqué. 49% d'entre eux ont plus de 60 ans, donc 1 sur 2. Et actuellement, 15 000 grands Alésiens sont sans médecin traitant. Christophe Rivin, que leur diriez-vous ? Écoutez, j'ai envie de leur dire que c'est une préoccupation qui est la nôtre également. Et nous essayons à travers un certain nombre d'actions, même si... en tant que président d'Alès Agglomération, maire adjoint d'Alès, je n'ai pas de compétences en matière de santé, mais en se mobilisant globalement avec les praticiens, avec les professionnels de santé, avec la population, avec l'hôpital, qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de choses à dire et j'espère qu'on aura le temps de parler aussi de l'hôpital qui se développe considérablement ces derniers mois. Nous essayons de mettre en place de nouveaux systèmes qui permettent de répondre effectivement à cette démographie médicale qui aujourd'hui nous inquiète, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Oui, on va en parler aussi. On va parler des bonnes nouvelles parce qu'il faut aussi en parler. Nous n'avons jamais eu autant d'internes sur l'hôpital d'Alès. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu à l'hôtel de ville 50 nouveaux internes. 5 m'ont dit qu'ils allaient faire le choix, après leurs études, de rester sur Alès. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc moi, je veux garder l'espoir. Et en tout cas, si on ne fait rien, on n'aura aucun résultat. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses en cours. Et c'est vrai que là-dessus, notamment Reseda, et pas que, les CPTS, enfin toutes les organisations de soins sont à la manœuvre et je reste optimiste quand même pour l'avenir. Et on entend d'ailleurs, oui, qu'il y a du positif dans ces témoignages. Plusieurs projets innovants qui ont vu le jour grâce aux États généraux de la santé ont été cités. Je pense notamment à la maison intercommunale sport et santé. Et d'ailleurs, les acteurs regroupés sous l'association Reseda ont participé eux aussi à l'élaboration de ces projets puisqu'ils ont porté des propositions aux États généraux de la santé. Donc, est-ce que vous pensez, Françoise de Mattéis, que ce genre de modèle d'exercice partagé doit se démocratiser pour pallier au manque de médecins ? Je pense que c'est la solution qu'il faut adopter parce que là, avec le centre de santé ambulatoire, pour les patients chroniques qui n'avaient plus de médecin, on voit les résultats. Avec pas tellement de médecins nombreux, on a des patients qui sont ravis, alors qu'ils sont venus un petit peu au départ à reculons en se disant qu'ils n'avaient plus de médecins traitants. Ils sont ravis parce que avec cet exercice partagé, ils ont un accueil qu'ils n'ont jamais eu et des soins de qualité. Mais il n'y a pas que l'exercice partagé, il y a également les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, qui permettent un exercice coordonné, comme les CPTS, qui sont des communautés de professionnels sur un territoire de santé qui travaillent ensemble sans être dans les mêmes locaux. Et qui arrivent à travailler ensemble et à améliorer la qualité des prises en charge et à également économiser du temps médical. On a également d'autres projets avec des infirmiers qui se forment en pratique avancée, des infirmiers en pratique avancée qui vont pouvoir seconder et voir des patients entre deux consultations médicales qui vont économiser du temps médical. Donc on a quand même beaucoup de projets. Alors on ne peut pas mettre des MSP partout. Il faut aussi que les professionnels soient volontaires. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une maison médicale, une maison de santé sans professionnels qui s'engagent. Voilà. Si je peux me permettre, puisque Françoise de Mattéis parlait du pôle ambulatoire qui s'est passé au-dessus de la clinique ophtalmique avec le docteur Salanova, c'est l'un des résultats des États généraux parce qu'il fallait faire financer. Nous sommes dans un état dérogatoire. Et notamment, nous avons eu la chance à ces États généraux, en leur conclusion, d'avoir le ministre de la Santé de l'époque, le directeur général de l'ARS, qui ont pris des engagements. Et l'une des problématiques du système de soins en France, tout le monde le dit, mais je veux le redire, c'est que la complication de la réglementation. Puisque pour l'instant, nous sommes encore en expérimentation, alors qu'il y a plus de 2000 patients qui passent. Il y a aujourd'hui, demain, 6 médecins dans ce pôle ambulatoire qui vont arriver, mais qui ne peuvent pas faire un plein temps, qui veulent rester à la fois libéraux et travailler dans une structure. Et ça, la réglementation française l'interdit. Donc il nous faut aujourd'hui pouvoir obtenir des dérogations pour pouvoir faire fonctionner quelque chose qui ne coûte pas beaucoup plus cher à la sécurité sociale que des soins classiques, et surtout qui sont dans l'expérimentation, qui permettent d'attirer des soignants et notamment des médecins. Donc, vous voyez, on marche un peu sur la tête dans ce pays, et ces états généraux et ces expérimentations doivent nous permettre aujourd'hui à Alès, comme peut-être dans d'autres endroits en France, mais moi je parle d'Alès, d'expérimenter des systèmes qui peuvent régler aussi une partie du problème de manque d'accès aux soins pour la population. Et ça en fait partie, ce pôle ambulatoire ou la clinique de pédiatrie de Claire-le-Guillemot, les colibris, tout ça sont des systèmes expérimentaux. Et je rappelle, j'appelle encore notre directeur général de l'ARS, Didier Jacques, qui était venu, avec qui je discute très souvent, de nous accompagner dans ces expérimentations. Oui, il est évident qu'il faut que les institutions suivent.
notamment l'assurance maladie, parce que c'est très compliqué de fonctionner quand même dans ce centre ambulatoire. Les professionnels passent beaucoup de temps à régler des problèmes administratifs, mais déjà au moins il y a beaucoup, je crois qu'ils sont à plus de 1000 personnes qui ont été reçues. Ils ont d'autres projets aussi, parce que là c'est un centre pour les soins programmés, mais il y a aussi tous les soins non programmés, et ils ont aussi l'intention de monter ce type de projet pour les soins non programmés. Et ça, c'est important aussi, parce qu'on a vraiment besoin de tout ça. Ils ont également des soucis avec les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer à domicile. Et donc là aussi, il y a des expérimentations qui sont en cours avec un partage de travail entre des infirmiers et des médecins. Donc il y a vraiment... je crois que les professionnels de santé, quand ils sont confrontés à des difficultés, et qu'on les aide, ils arrivent toujours à trouver des solutions. Et c'est là où il faut quand même saluer la ville, qui depuis maintenant 30 ans soutient le travail en réseau, parce que le travail en réseau, c'est pas encore dans les mœurs, oui, c'est pas encore dans les mœurs partout, alors que finalement les premiers réseaux ont commencé dans les années 90, et ce travail partenarial porte ses fruits. On le voit avec des professionnels qui savent s'engager ensemble dans des projets assez compliqués. Ils sont soutenus par Reseda sur tous les plans, que ce soit logistique ou administratif, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Parce que nous, la vocation qu'on a à Reseda, c'est pas de faire à la place des professionnels, c'est de les aider à s'autonomiser et à répondre, parce que ce qui est le plus important, c'est les besoins des habitants. Voilà. Vous parlez d'ailleurs, un de vos interlocuteurs parlait des problèmes des urgences. Oui. Si on reprend juste pour que tout le monde comprenne bien, quand cet hôpital neuf a été construit, inauguré au début des années 2010, il y avait 25 000 passages, on est quasiment à 50 000 passages. C'est pas qu'on est plus malade aujourd'hui, alors certes il y a plus d'habitants sur ce territoire, mais c'est tout simplement puisque beaucoup trop de personnes en absence de médecins traitants vont aux urgences pour malheureusement, ce que j'appelle, enfin heureusement pour eux, mais malheureusement pour les urgences, de la bobologie, c'est-à-dire ce qu'ils pourraient attendre d'aller chez un médecin traitant. Donc voilà, il y a des choses simples qu'on a proposées, comme un centre de soins non programmés, puisqu'on parle là du centre du pôle ambulatoire pour les soins programmés, et il faut faire la même chose pour le premier recours, pour les soins non programmés, c'est-à-dire pour les petites urgences du quotidien, la petite grippe, la petite angine, ce que tout le monde comprend bien, ce pourquoi il y a 30 ans ou 40 ans, on avait nos médecins de famille qui venaient nous donner l'antibiotique qui allait bien quand il en faut, c'est pas automatique, et puis surtout le petit Doliprane, donc le cachet d'aspirine. Et donc tout ça, c'est simple, tout le monde le dit, mais c'est aussi laisser parallèlement dans l'organisation des soins du temps aux soignants et aux médecins pour faire de la médecine et pas faire de l'administratif. Tout ça, c'est facile aussi. On le propose, les médecins le proposent. Il suffit de valider par un petit décret. Voilà. C'est aussi laisser la liberté aux médecins de s'installer où ils veulent et d'exercer le temps qu'ils veulent. En 2024, les médecins qui arrivent sur le marché du travail, enfin qui arrivent à exercer leur profession, ne travaillent plus comme peut-être leur grand-père, leur père ou leur mère il y a 30 ou 40 ans. Mais ça, il faut le prendre en compte aussi parce que c'est pas l'esclavage. Donc tout ça fait que le système doit évoluer et que nous avons la chance sur le territoire une fois de plus, grâce aux 1200 personnes du réseau de Reseda, dans tous les domaines. On a des réseaux sur l'obésité infantile, sur l'addiction, c'est merveilleux. Et ça permet aussi de rassurer les médecins. C'est pour ça aussi qu'on fait des appels aux médecins et aux soignants en général pour venir sur ce territoire, parce qu'ils sont sécurisés par tous ces réseaux qui existent, par un hôpital qui se développe. Et donc c'est plutôt encourageant là aussi. Et donc moi je veux remercier aussi bien sûr une nouvelle fois les soignants, les acteurs au sein de Reseda, les services de l'agglo et de la ville, bien sûr, qui sont mobilisés également. Donc voilà, et il faut continuer à se mobiliser et je pense qu'on va y arriver. Et j'aimerais qu'on parle justement des actions du réseau, enfin des réseaux Reseda, parce que le premier contrat local de santé a été signé en 2011. C'était donc le premier d'Occitanie et le troisième seulement à l'échelle nationale. Et ça veut dire que Reseda donc avait déjà commencé à travailler sur ces sujets-là bien avant les États généraux de la santé. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques projets qui ont été mis en œuvre par ces réseaux ? Ah oui, les réseaux, ils ont débuté dans les années 90, au début des années 90, et ils ont tout le temps, et je veux le souligner quand même, parce que c'est rare, ils ont tout le temps été soutenus par la ville, qui a accepté de jouer un rôle d'acteur de santé publique, c'est-à-dire de soutenir des dynamiques qui émergent sur le territoire, et de rester en retrait, parce que c'est les professionnels de santé qui savent ce qu'il faut faire. Oui. Et donc les premiers réseaux ont débuté autour des addictions, autour de la périnatalité, de l'obésité. On est quand même un territoire sur lequel depuis 15 ans, il y a des enfants qui ont accès à des soins diététiques, psychologiques gratuits, payés par le réseau. Lorsqu'ils sont en situation d'obésité, et ça c'est rare. Alors on est en train de l'étendre au département, c'est qui est aussi fort intéressant. Moi ce que je dirais de l'effet réseau, c'est une meilleure qualité de soins.
de prise en charge, de la cohérence aussi, parce qu'il y a un travail de coordination entre différents acteurs qui n'ont pas les mêmes rôles, mais qui se complémentent. Et s'il n'y a pas d'organisation pour cette complémentarité, ça se passe moins bien. Moi, j'ai toujours appelé ça un pulse. Quand on marche, s'il manque une pièce de pulse, on va tomber. Et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été créées sur le territoire ici, qui aujourd'hui sont tombées dans le droit commun à l'échelle nationale ? En fait, ce qui a été créé ici, les réseaux, ils ont eu comme effet, essentiellement sur le territoire, d'avoir très tôt une équipe de soins palliatifs, par exemple, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup sur la région à l'époque. Il y a quand même le dispositif obésité infantile qui est le plus important. On a aussi expérimenté pendant plusieurs années, et puis les financeurs n'ont pas suivi pour des raisons que j'ai jamais bien compris, autour de la santé mentale des jeunes. Mais c'est en train de, effectivement, maintenant, rentrer dans le droit commun avec les dispositifs MonPsy, etc. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ce que je dirais aussi de l'effet réseau, c'est que lorsqu'il y a eu des difficultés, je pense aux inondations en 2002, je pense à la crise Covid, en espace de quelques jours, même pas, des fois quelques heures, les professionnels ont réussi à s'organiser pour répondre très vite aux besoins. Et même on était prêts. Je me rappelle, on était le premier vaccinodrome de France. On était prêts avant les vaccins. Voilà, et puis ça permet d'avoir une connaissance de l'état de santé de la population sur le territoire, d'être en alerte lorsqu'il y a l'émergence de quelque chose pour pouvoir se positionner. Je rajouterais aussi que ce travail collectif, ce qui est important, c'est que c'est pas que le soin, c'est aussi la prévention. Et que donc, on allie le soin et la prévention, et c'est un continuum dans notre vie. C'est très important. Et donc, là aussi, c'est un atout assez important. Oui. Alors le 30 octobre, le 4e contrat local de santé a été signé et il s'appuie d'ailleurs sur les propositions qui ont été faites pendant les états généraux de la santé. Pour grossir le trait, ce sera la feuille de route à suivre pour ces 5 prochaines années. Et Didier Jaffre, directeur général de l'ARS Occitanie, était présent lors de la signature. On va l'écouter. Ça fait plus de 15 ans que le pays est engagé dans un contrat local de santé. On en a la 4e génération. Ça veut dire qu'il y a énormément d'actions qui ont été développées, mises en œuvre. À partir du moment où vous mettez autour de la table, si je puis m'exprimer ainsi, les élus, les professionnels, les usagers, les institutionnels, que tout le monde travaille dans le même sens, s'interroge sur quelques petites actions qu'il faut mettre en place, ça ne peut être que bénéfique à la santé qui, ne l'oublions pas, on ne peut pas traiter la santé à part. La santé, ça fait partie de la vie des gens, tout comme l'éducation, tout comme la sécurité. Et donc, il faut avoir cette vision pluriprofessionnelle des élus, des professionnels et des usagers pour construire une véritable politique de santé qui soit territorialisée. Il reste des difficultés, l'accès à un médecin généraliste, c'est vrai sur l'ensemble des territoires en France, c'est vrai en ville, c'est vrai en milieu rural, mais tout ce qui a été mis en place ici sur ce territoire permet d'attirer des professionnels, permet de recruter, vous l'avez vu à l'hôpital, des nouveaux médecins. Et donc on est en train de renverser la tendance un peu négative où personne ne s'installe pour avoir et réattirer des professionnels de santé. Et moi, je reste très optimiste, comme ça a été dit par le président, par l'ensemble des équipes et des acteurs, pour que dans les mois qui viennent et les années qui viennent, nous ayons beaucoup plus de professionnels. Alors j'aimerais qu'on parle de manière concrète pour les gens qui nous regardent. Christophe Rivinc, est-ce que ce contrat pourrait permettre dans quelque temps l'ouverture de nouvelles maisons de santé en centre-ville par exemple, comme le disait cette dame dans le micro-trottoir, ou même au nord de l'agglomération, ou peut-être même la mise en circulation du bus de santé qui avait été proposé lors des états généraux de la santé ? Tout d'abord, il faut réexpliquer aux gens, enfin, la maison, ce qu'on appelle les MSP, les maisons de santé, ne peut pas être ouverte partout pour plusieurs raisons. D'une part, il faut des autorisations des financeurs, de l'ARS, de la CEPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, et puis après, il faut que des médecins acceptent d'y travailler, et généralement qu'ils y soient salariés. Or, aujourd'hui, nous savons que la plupart des médecins de la médecine en ville veulent être des libéraux et qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas obligatoirement dans une MSP qu'ils veulent travailler. Pour autant, c'est vrai qu'on ne traite pas de la même façon les maisons de santé privées, c'est-à-dire les regroupements de médecins, ce qui s'organise, les maisons de santé publiques, comme à la Grand-Combe, où nous avons une maison de santé d'AS Agglomération, celle de Chamborigot, où je me suis engagé à construire des bâtiments pour accueillir des médecins, parce que si nous ne le faisons pas, il n'y aura pas de médecins. Puis la ville d'Alès, où il y a beaucoup plus de concurrence, où il n'y a pas besoin de faire de maisons de santé classiques. Par contre, il y a besoin de développer des systèmes pour les soins non programmés, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui,
comme ce pôle ambulatoire qui a été ouvert il y a quelques mois, et d'autres choses. Donc bien sûr qu'il faut travailler là-dessus. Concernant le bus santé, là j'ai une petite colère, parce que vous voyez, pas plus tard que ce matin, j'ai écrit au directeur général de l'ARS, à la ministre de la Santé et à l'ancien ministre de la Santé, effectivement, puisque des engagements avaient été pris lors des conclusions des États généraux sur le financement de ce bus et sur la gestion, en l'occurrence, par filiéris de ce bus. Il semble que les choses soient remises un peu en cause, mais j'ai pris l'engagement et nous mettrons en place de toute façon un système qui permettra d'aller dans la ruralité et d'amener de l'accès aux soins dans la ruralité, que ce soit dans un bus ou pas dans un bus. Je regrette juste que pour l'instant des engagements aient été pris et été modifiés en cours de route. Je ne désespère pas que l'actuel ministre de la Santé et le directeur général de l'ARS confirment leurs propos. Et dans ce cas-là, nous allons en reparler. Mais bien sûr qu'il faut aller vers les gens. L'aller vers, c'est important. En matière de santé publique, notamment sur un territoire comme celui de l'agglomération d'Alès, je ne citerai pas les communes, mais sur celui de Bonnevaux, par exemple, vous ne prenez pas votre voiture, vous ne faites pas 1 heure de voiture pour aller consulter un médecin. Il va falloir aller vers ces personnes pour qu'elles puissent avoir le même accès aux soins. Et ça passera aussi par le renforcement de l'hôpital de Ponteil, par le renforcement du CHAC d'Alès et par toutes ces coopérations. Donc bien sûr qu'on va travailler, et moi je ne désespère pas qu'on puisse avancer concrètement très rapidement. Et oui, Françoise de Mathéis, je crois qu'on innove avec ce 4e contrat local de santé, on parle de santé mentale. Oui, en fait, on innove. On a surtout une reconnaissance du travail qui a été fait depuis, là aussi, 15 ans, autour de la santé mentale, adultes et enfants. Et là, on a une labellisation de tout le travail qui avait été fait et qui va donner aussi des moyens de coordination. Et on sait, nous, sur le territoire, que lorsque les professionnels de santé ont des projets, s'il y a du temps de coordination qui est mis à leur disposition, les projets émergent et vont de plus en plus vite. Plus on a de coordination, plus on a des projets qui peuvent se concrétiser. Sinon, ils restent un petit peu dans les cartons. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc là, on a, avec ce contrat local de 4, on a eu la labellisation autour de la santé mentale. Et ça, c'est très important. Il est possible de se faire soigner et suivre donc en restant à Alès. Christophe Rivinc, lors d'Octobre Rose, vous aviez souhaité visiter les services d'oncologie et de cancérologie à l'hôpital d'Alès. On va regarder un petit extrait de cette visite. On va vous montrer en fait à travers cette visite toutes les différentes étapes de la prise en charge qui sont disponibles sur l'hôpital d'Alès, c'est-à-dire 90% du temps de traitement peut se faire ici. On n'est pas obligé de partir du territoire d'Alès. C'est ça, 90% quand je dis du temps de traitement. La seule chose qui n'est pas disponible ici, c'est la radiothérapie. Mais la radiothérapie, c'est pas mal de contraintes, mais pas grand-chose dans le temps de prise en charge. Et l'essentiel du dépistage, de la chirurgie, des traitements de chimiothérapie suivis se fait sur le centre hospitalier d'Alès et tout le matériel est à disposition pour tout ça. Et donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour avoir des soins de proximité. Ce qui est bien à l'hôpital d'Alès, c'est vraiment le fait que ce soit à taille humaine. Donc les patients connaissent les équipes infirmières. Il n'y a pas ce monde qu'on peut retrouver parfois dans les plus gros centres, ce qui est normal, ou dans les plus grosses villes, les villes plus peuplées. Donc c'est un côté quand même très agréable et ce retour, il nous est fait régulièrement par les patients. On a une trentaine de personnels paramédicaux effectivement sur le service et chacun à sa hauteur en fait est impliqué dans le projet d'éducation thérapeutique soins de support. Ce qui permet effectivement de lier une autre approche en tout cas avec le patient et ce qui fait que voilà, les soignants sortent un peu leur cadre de blues ou d'un traitement et vraiment nient notre relation avec le patient et ça crée une bonne dynamique de groupe et du coup les soignants sont volontaires pour participer à ces ateliers et pour les animer surtout. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur le compte Instagram et sur la page Facebook de la ville d'Alès. Alors on l'entend, le médecin oncologue explique que la taille humaine de l'hôpital est un avantage pour les soignants mais aussi pour les patients. Je crois que le territoire à taille humaine, c'est aussi un petit peu une image de marque pour Alès Agglomération. Alors comment faire pour convaincre les soignants de rester? Avec quels arguments? Alors, tout à fait. D'une part, dans cette vidéo, je vais en profiter pour dire que c'est dans le cadre d'Octobre Rose que j'ai souhaité faire cette petite déambulation dans l'hôpital, parce qu'encore trop de femmes, 1 sur 2, ne fait pas cette prévention. Et ça a aussi pour but d'expliquer qu'on peut la faire à la maison, on n'est pas obligé d'aller à Montpellier, et il y a tout sur place pour 90% des femmes qui partiront avec juste un bon diagnostic, et pour les quelques pourcents qui vont partir avec un diagnostic de cancer, on peut gérer jusqu'à la reconstruction mammaire à l'hôpital d'Alès. C'est important de le faire savoir, tout comme Novembre Bleu d'ailleurs,
pour les cancers de l'homme. Et je crois que la prévention, il faut qu'on en fasse, nous aussi, un cheval de communication, parce que c'est important. Ensuite, pour attirer sur le territoire, je peux dire aujourd'hui qu'après avoir reçu 2 promotions, justement, d'internes, j'ai dit tout à l'heure en début de ces propos, à l'hôtel de ville pour les accueillir sur Alès, je me rends compte que de plus en plus de jeunes médecins, de futurs médecins, concernant les internes, ont l'envie de vivre sur un territoire à taille humaine. C'est eux qui me le disent, et ceux qui me le disent parce que c'est vrai que, alors je ne vais pas parler d'autres villes, mais si on parle des grands centres universitaires où on est un numéro parmi d'autres, c'est vrai que quand on est interne, on n'a pas peut-être cet accompagnement. Et donc vivre à Alès aujourd'hui, en liaison bien sûr avec les CHU de Nîmes, de Montpellier, parce qu'il y a besoin de ces rattachements. Eh bien écoutez, ça peut être effectivement un choix professionnel, et puis il y a la ville, et aujourd'hui ici en ville, cette qualité de vie fait que peut-être de plus en plus de médecins, et avec la suppression du numerus clausus, et je veux aussi donner cet espoir aux habitants du territoire, la suppression du numerus clausus il y a quelque temps, va dans les 2-3 années créer ses effets, et on aura donc plus de médecins, j'en suis sûr. Et puis après tout, on accueille 1000 personnes de plus chaque année, donc dans ces 1000 personnes, il y a des médecins aussi, des infirmiers, des infirmières, tous les soignants. Voilà, et donc on va continuer à se battre pour ça. Mais je crois aussi que cette habitude de travail en partenariat, en réseau, en exercice coordonné, partagé, chaque fois qu'on a des nouveaux professionnels qui arrivent sur le territoire, ils sont épatés d'abord et ravis. Parce qu'en fait, maintenant, plus personne, enfin, pas tout le monde, beaucoup de jeunes ont envie de travailler avec les autres. C'est pas compliqué. Les connaissances de chacun sont importantes mais limitées. Et donc, il faut pouvoir faire cette complémentarité, ce soutien là, entre professionnels. Et nous, on voit bien que ceux qui arrivent, très vite, ils viennent voir ce qui se passe et ils s'intègrent dans les groupes de travail et ils réfléchissent avec les autres aux problèmes qu'ils rencontrent et ils trouvent des solutions beaucoup plus facilement. Donc moi je crois que, et puis moi pour avoir rencontré plein de jeunes médecins qui s'installent dans d'autres régions, là, souvent ils disent j'y suis allé parce qu'il y avait une MSP, parce qu'il y avait une CPTS, une communauté professionnelle territoire en santé dynamique, parce que je crois que maintenant on ne peut plus travailler tout seul dans son coin comme ça se faisait avant. Et merci à tous les deux pour votre participation et pour vos réponses.